Je suis heureuse de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'à la fin et commentez la ville depuis laquelle vous regardez. Au mariage de mon fils, il s'est levé devant le micro et a dit « Ma belle-mère a tout payé. Ma mère n'a même pas acheté une fleur. » 200 personnes ont ri. J'étais assise au dernier rang, tenant l'acte de propriété d'un penthouse de 3,2 millions d'euros que j'allais lui offrir. Il n'en avait aucune idée. Le lendemain matin, j'ai tout repris. Le dernier rang. L'hôtel de Crillon scintillait comme quelque chose sorti d'un magazine. Les lustres en cristal captaient le soleil de fin d'après-midi, dispersant des arcs-en-ciel sur les nappes de lin blanc. Des pivoines fraîches, les préférées de Daniel depuis ses 8 ans, cascadaient depuis de hauts centres de table. Le gâteau était une perfection de 6 étages de crème au beurre. Un quatuor à cordes jouait du Vivaldi près des portes-fenêtres menant à la terrasse. C'était magnifique. Chaque détail exactement comme je l'avais imaginé quand j'avais rencontré la wedding planner 6 mois plus tôt. Mon nom n'apparaissait nulle part dans le programme. Je suis arrivée en avance, comme toujours. 30 ans à diriger mon propre cabinet d'architecture m'avaient appris qu'arriver tôt signifiait garder le contrôle. Mais quand le placeur, un étudiant dans un smoking mal ajusté, m'a souri poliment, il a pointé vers l'arrière. Cote 6. Cote 7. Ai-je dit doucement. Il a cligné des yeux, a regardé sa liste. Cote 8. Je pouvais sentir l'ail et le poulet rôti. Une serveuse est passée en trombe à côté de moi avec un plateau de flûte de champagne, son coude frôlant mon épaule. Elle ne s'est pas excusée. Peut-être qu'elle ne m'avait pas remarqué. Je portais une simple robe bleu marine, élégante mais discrète. Les perles de ma mère à mon cou. Rien de tape à l'œil, rien qui attirerait l'attention. Je me suis assise et j'ai posé mon sac à main sur mes genoux. À l'intérieur se trouvait une enveloppe Kraft, épaisse, importante, le genre qui change des vies. De l'autre côté de l'allée, Patricia Beaumont d'Harcourt tenait court au premier rang. Robe de créateur, cheveux argentés parfaitement coiffés, un sourire qui aurait pu couper du verre. Sa famille l'entourait, tenues coordonnées, corsages assortis, photographes mitraillant comme si elle était de la royauté. Elle m'avait appelé 6 mois plus tôt. Sa voix avait été douce comme du miel. Quote 9. J'avais accepté de la rencontrer pour déjeuner dans un restaurant parisien où le menu n'affichait pas les prix. Elle avait commandé pour nous deux sans me demander ce que je voulais. Quote 10. Avait-elle dit en tamponnant ses lèvres avec une serviette en tissu. Quote 11. J'avais hoché la tête, sirotant mon eau. Bien sûr. Nous adorerions que vous contribuiez comme vous le pouvez. Peut-être le dîner de répétition ? Quelque chose de petit et intime. Son sourire avait été gentil, presque condescendant. J'aurais pu lui dire à ce moment-là. J'aurais pu mentionner le fonds fiduciaire que j'avais établi après la mort de Robert. Celui qui avait tranquillement fructifié pendant 20 ans, destiné à l'avenir de Daniel, une maison, un mariage, tout ce dont il aurait besoin. Au lieu de cela, j'avais dit, quote, 14. 2 semaines plus tard, j'avais appelé ma conseillère financière, Géraldine Fournier. Nous nous connaissions depuis 15 ans. Elle ne posait jamais de questions inutiles. « Je veux financer le mariage », lui avais-je dit. « Tout. La salle, le traiteur, les fleurs, la musique, le gâteau, tout. »« Par le biais du fonds fiduciaire ?» avait-elle demandé. « Oui, mais gardez-le anonyme. Faites passer par la wedding planner. Je ne veux pas que quiconque sache que ça vient de moi. » Puis-je demander pourquoi? J'étais debout dans ma cuisine, regardant une photo sur le réfrigérateur. Daniel a 7 ans, avec ses 2 dents de devant manquantes, tenant un dessin qu'il m'avait fait. Cote 20, au crayon. 2 bonshommes bâtons se tenant la main. Cote 21.
avais-je dit. Quote, 22. Géraldine avait fait une pause. Quote, 23. Quote, 24. Avait-elle dit doucement. Quote, 25. Maintenant, j'étais assise au rang 14, regardant Patricia rire avec sa famille, acceptant les félicitations d'invités, qui ne savaient pas que son nom était sur des factures qu'elle n'avait jamais payées. Daniel se tenait à l'hôtel, 32 ans, portant un smoking Tom Ford qui avait probablement coûté plus cher que ma première voiture. Il avait l'air heureux, nerveux. Il n'arrêtait pas de tirer sur ses manchettes, une habitude de l'enfance, quand il s'agitait avant les récitals de piano. Je me souvenais de chaque récital, de chaque match de foot, de chaque concours de débat. J'avais été là pour tous, assise dans des audiences comme celle-ci, applaudissant jusqu'à ce que mes paumes me fassent mal. Robert aurait été si fier. Mon mari était mort un mardi matin de février. Sans prévenir, son cœur s'était juste arrêté. Il préparait le café, fredonnant une chanson des Beatles. Je l'avais trouvé sur le sol de la cuisine, la tasse brisée à côté de lui, le café s'infiltrant dans les joints du carrelage. Daniel avait 14 ans. Il n'avait pas parlé pendant 3 jours. J'avais 38 ans. Soudainement veuve avec un crédit immobilier et un fils adolescent qui me regardait comme si j'étais censée avoir toutes les réponses. La famille de Robert était venue aux funérailles. Sa mère, ses 2 frères, leurs épouses. Ils s'étaient tenus dans notre salon après, mangeant des plats apportés par les voisins, parlant à voix basse. Quote 26, avait dit la mère de Robert. Pas demandé. Constaté. Quote 27. Quote 28, avait ajouté son frère Michel. Quote 29. Ils avaient essayé de tout prendre. Avaient dit que la maison avait été achetée avec de l'argent familial, l'héritage de Robert de son grand-père. Peu importait que j'ai payé les mensualités du crédit pendant 12 ans, pendant que Robert développait son cabinet d'ingénieur. Peu importait que mon nom soit sur l'acte de propriété. J'avais engagé un avocat. Je m'étais battue. J'avais gagné, mais ça m'avait coûté en argent, en temps, dans la façon dont ils me regardaient après, comme si j'avais volé quelque chose qui ne m'appartenait pas. J'ai appris alors que les gens vous sous-estimeront toujours si vous les laissez faire. Alors, j'ai arrêté de les laisser faire. Je suis retournée à l'école, des cours du soir en design architectural tout en travaillant 2 emplois. Serveuse dans un bistrot de 6 heures du matin à 14 heures. Du travail de dessin en freelance le soir, pendant que Daniel faisait ses devoirs à la table de la cuisine. Le week-end, je faisais des ménages. Ça m'a pris 3 ans pour obtenir ma certification. 2 autres pour décrocher mon premier vrai client. Mais quand Daniel était prêt pour l'université, j'avais mon propre cabinet. Petit, juste moi, et 2 jeunes designers travaillant dans un ancien entrepôt reconverti près du Vieux-Lyon. Nous nous spécialisions dans la réhabilitation, prenant de vieux bâtiments et les réimaginant. Des anciennes usines en loft d'appartements, des friches industrielles en centres culturels. J'étais douée pour voir le potentiel là où d'autres voyaient la ruine. L'entreprise a grandi. En 10 ans, j'avais 3 bureaux et 45 employés. Quand Daniel a été accepté à Panthéon-Assas pour le droit, je n'ai pas hésité. J'ai vendu la maison, celle que la famille de Robert avait essayé de prendre, celle pour laquelle je m'étais tant battue. « Maman, tu n'as pas à faire ça », avait dit Daniel quand je lui avais annoncé. Nous étions debout dans l'allée, regardant le camion de déménagement partir. Les nouveaux propriétaires, un jeune couple avec un bébé, mesuraient déjà les fenêtres pour les rideaux. Quote 31. Avais-je menti? Quote 32. Quote 33. Quote 34. L'appartement était joli. Plus petit que la maison, certainement, mais confortable. Je l'avais meublé soigneusement, choisissant chaque pièce avec intention. Un fauteuil de lecture près de la fenêtre. Une table à dessin où je pouvais esquisser le soir.
Des photos de Daniel sur chaque surface. Photos d'école, remise de diplôme, son premier jour à Assas. Il n'a jamais demandé comment je me le permettais. Les frais de scolarité, le loyer de son appartement à Paris, l'allocation que j'envoyais chaque mois pour les livres et la nourriture. Je lui avais appris à être indépendant, à travailler dur, à apprécier ce qu'il avait. Mais je ne lui avais jamais appris à poser des questions. C'était peut-être mon erreur. La musique a changé. Canon de Pachelbel. Tout le monde s'est levé. Victoire est apparue au fond de la salle, une vision en soie ivoire et dentelle de Chantilly. Son père marchait à côté d'elle, rayonnant. Patricia se tamponnait les yeux avec un mouchoir, bien que je doutais que de vraies larmes coulent. Je me suis levée avec tout le monde, serrant mon sac à main, l'enveloppe à l'intérieur pressant contre mes côtes. Victoire est passée devant mon rang sans un regard. La cérémonie était belle. L'officiant a parlé d'amour et d'engagement. Daniel et Victoire ont échangé leurs vœux. Ils les avaient écrits eux-mêmes, poétiques, pleins de promesses sur la construction d'une vie ensemble. Cote 35, a dit Daniel, sa voix stable. Cote 36. Victoire a souri. Cote 37. Ils se sont embrassés. Tout le monde a applaudi. J'ai applaudi aussi, même si quelque chose de froid s'installait dans ma poitrine. Le toast qui a tout changé. La réception était plus bruyante. La musique battait depuis des enceintes cachées derrière les arrangements floraux. Les invités riaient et trinquaient. Le champagne coulait à flots. Dom Pérignon. J'ai reconnu les bouteilles de quand j'avais approuvé cette ligne de dépenses 6 mois plus tôt. J'ai trouvé ma place à une table près du fond. Table 19, selon le petit carton avec une calligraphie si élaborée que je pouvais à peine la lire. Mes compagnons de table étaient des étrangers, des amis des Beaumont d'Harcourt, à en juger par leur conversation. Ils étaient polis, m'ont demandé comment je connaissais le couple. Cote 38. Ai-je dit. Cote 39. Une femme couverte de diamants s'est illuminée. Comme c'est merveilleux. Patricia nous a tant parlé de la planification de ce mariage. Elle a un goût si exquis. Oui, ai-je dit. En effet. Le dîner était excellent. Filet de bœuf, légumes rôtis, une sorte de risotto qui fondait sur la langue. Le gâteau était encore meilleur, noisettes avec ganache au chocolat noir. J'avais choisi les saveurs moi-même. En fait, la wedding planner m'avait envoyé des échantillons, et j'étais restée assise à ma table de cuisine, avec Géraldine, goûtant chacun. Cote 43, avais-je dit, pointant la noisette. Cote 44. Géraldine avait souri. Cote 45. Cote 46. Cote 47. Mais assise là au rang 19, regardant Daniel rire avec la famille de Victoire, je n'en étais plus si sûre. Après le dîner, le témoin a fait un discours. Quelque chose de drôle sur Daniel en école de droit, tirant des nuits blanches avant les examens. Puis le père de Victoire s'est levé, sa voix résonnant dans la salle. Quote 48, a-t-il dit. Quote 49. Applaudissements. Acclamations. Daniel souriait, serrant la main de son nouveau beau-père. Puis Patricia s'est levée. Bien sûr qu'elle l'a fait. Je ne vais pas prendre trop de votre temps, a-t-elle dit, bien que son sourire suggérait le contraire. Je veux juste dire combien nous sommes bénis d'accueillir Daniel dans notre famille. Ce mariage, elle a fait un geste autour de la salle, vers les fleurs, les lumières, l'opulence pure de tout cela. Quote 52. Elle ne m'a pas mentionné, pas une seule fois, plus d'applaudissements. Patricia s'est rassise, rayonnante de satisfaction. Puis Daniel s'est levé. Mon cœur s'est soulevé. Peut-être maintenant, peut-être qu'il dirait quelque chose, me reconnaîtrait. Pas pour le mérite, juste la reconnaissance. Un merci pour avoir été là, pour m'être présenté, pour 30 ans de présence. Waouh, a dit Daniel dans le micro.
Ses joues étaient rouges, le champagne, probablement. Il avait toujours été sensible à l'alcool. Quote 54. Elle lui a envoyé un baiser. Quote 55. Il a levé son verre vers la table des Beaumont d'Harcourt. Quote 56. Il a fait une pause, a pris une gorgée de champagne. Quote -57. Il a plissé les yeux vers le fond de la salle. J'ai légèrement levé la main, mais les lumières étaient trop vives. Il ne pouvait pas me voir. Elle n'a pas vraiment pu contribuer beaucoup au mariage. Des situations financières différentes, vous comprenez? Des rires ont parcouru la foule. Inconfortables au début, puis plus confiants à mesure que d'autres se joignaient. Quote 59. Il a souri en secouant la tête. Quote 60. La salle a éclaté de rire. Patricia s'est levée, acceptant une standing ovation comme si elle venait de gagner un César. Je suis restée parfaitement immobile. Le truc avec le choc, c'est qu'il ne vous frappe pas d'un coup. Ça commence petit, un resserrement dans la poitrine, un froid dans les doigts. Puis ça se répand lentement comme du vin renversé, s'infiltrant dans tout, jusqu'à ce que vous vous noyiez dedans. Mes mains tremblaient. Je les ai pressées à plat contre mes cuisses, sous la table, où personne ne pouvait voir. Quote 61. J'ai pensé à la nuit où Daniel avait eu une pneumonie quand il avait 6 ans. Comment j'étais restée assise à côté de son lit d'hôpital pendant 72 heures d'affilée, dormant dans une chaise qui avait laissé des nœuds permanents dans mon dos. J'ai pensé à chaque pièce de théâtre scolaire, chaque match de foot sous la pluie, chaque visite d'université où j'avais conduit 8 heures dans les embouteillages pour qu'il puisse voir les campus. J'ai pensé à avoir vendu ma maison, travaillé 3 emplois, mangé des nouilles instantanées pour dîner, pour qu'il puisse avoir de vrais repas. Quote 102. L'enveloppe dans mon sac semblait peser 1000 kilos. Daniel s'est assis en riant avec Victoire, qui lui a chuchoté quelque chose à l'oreille, qui l'a fait rire plus fort. La femme au diamant à ma table s'est penchée. Ne le prenez pas personnellement, cher. Vous savez comment sont les jeunes. Ils ne réfléchissent pas avant de parler. J'ai hoché la tête, souri, dit quelque chose d'approprié, bien que je ne puisse pas me souvenir quoi. Le reste de la réception s'est brouillé. La musique jouait, les gens dansaient. Daniel et Victoire ont coupé le gâteau, celui que j'avais choisi, et se sont nourris mutuellement des bouchées pendant que les flashs crépitaient. J'ai attendu que les lumières s'éteignent pour la première danse. Puis je me suis levée, j'ai pris mon sac à main et je suis sortie. Personne n'a remarqué. Le dossier. Ma chambre d'hôtel était au 4e étage, petite mais propre avec vue sur le parking. Je l'avais réservée moi-même, payée moi-même. J'avais voulu rester dans un endroit modeste. Je n'avais pas voulu présumer d'être incluse dans la suite familiale que les Beaumont d'Harcourt avaient réservée. Il s'est avéré que mes instincts avaient raison. Je me suis assise au bord du lit, encore dans ma robe, portant encore les perles de ma mère. L'enveloppe était posée à côté de moi. Je ne l'ai pas ouverte tout de suite. Au lieu de cela, j'ai fait du thé avec la petite bouilloire fournie par l'hôtel. Earl Grey, parce que c'est ce qu'ils avaient. Je l'ai bu lentement, fixant le mur vide, essayant de comprendre ce que je ressentais. De la douleur, certainement. C'était évident. Mais sous la douleur, il y avait quelque chose de plus tranchant. Quelque chose qui ressemblait à de la colère, sauf plus froid, plus clarifiant. J'avais passé 32 ans à me montrer. Et mon fils venait de dire à 200 personnes que je ne l'avais jamais fait. J'ai ouvert l'enveloppe. Le premier document était l'acte de propriété du penthouse. 2 chambres, 2 salles de bain et demi, baie vitrée du sol au plafond, avec vue sur le parc Monceau. Je l'avais acheté 6 mois plus tôt, juste après que Daniel ait annoncé ses fiançailles. J'avais utilisé les bénéfices de la vente de 2 de mes propriétés commerciales. C'était censé être un cadeau de mariage.
une surprise pour le lendemain matin, quand j'avais prévu de prendre le petit déjeuner avec Daniel et Victoire avant leur départ en lune de miel. J'avais imaginé le visage de Daniel quand je lui tendrais les clés. L'imaginais me serrant dans ses bras, peut-être pleurant un peu, disant merci, disant qu'il comprenait tout ce que j'avais fait pour lui. Le deuxième document était encore plus important. Des papiers de transfert pour 35% de mon entreprise. Lemaire Design Associé, d'une valeur d'environ 5 millions d'euros. J'avais construit cette entreprise à partir de rien. Chaque client, chaque projet, chaque nuit sans sommeil avait contribué à en faire ce qu'elle était. Je voulais que Daniel l'ait. Pas tout. Je n'étais pas prête à me retirer complètement, mais assez pour qu'il ait une vraie sécurité. Assez pour qu'il puisse quitter le droit des affaires s'il le voulait, pour poursuivre quelque chose qui lui tenait vraiment à cœur. Bien que dernièrement, je n'étais plus sûre de ce qui lui tenait à cœur, à part impressionner les Beaumont d'Harcourt. Le troisième document a immobilisé mes mains. C'était une impression d'email entre Patricia Beaumont d'Harcourt et la wedding planner. Géraldine me les avait envoyés il y a 3 mois. « Tu devrais voir ça ?» avait-elle dit au téléphone. « Je suis désolée, Marguerite, mais tu devrais savoir. » De Patricia Beaumont d'Harcourt à événement.eleganceagmail.com. Objet, arrangement de crédit. Veuillez vous assurer que toutes les factures et crédits des fournisseurs mentionnent la famille Beaumont d'Harcourt comme contributeurs principaux. La mère du marié? Eh bien, gardons son implication minimale. Nous voulons maintenir un certain standard dans la façon dont ce mariage est présenté. De événement.eleganceagmail.com à Patricia Beaumont d'Harcourt. Objet. Arrangement de crédit. Compris. Tous les documents publics créditeront la famille Beaumont d'Harcourt. Les paiements du fonds anonyme seront traités discrètement. De Patricia Beaumont d'Harcourt à événement.eleganceagmail.com. Parfait. Après tout, c'est nous qui coordonnons tout. L'autre partie ne fait que financer. Il y a une différence. J'avais lu ces emails une 12aine de fois. Chaque fois, je m'étais dit que ça n'avait pas d'importance, que j'avais voulu rester anonyme de toute façon, que l'orgueil était un péché pour une raison. Mais maintenant, assise dans cette chambre d'hôtel, entendant les mots de Daniel résonner dans ma tête, quote 69, je comprenais quelque chose que j'avais évité. Patricia n'avait pas seulement pris le crédit, elle m'avait effacé. Et Daniel l'avait laissé faire. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Daniel. Quote, c'est ma 70. J'ai fixé le message, tapé et effacé 3 réponses avant de me décider pour « Ne me sens pas bien. Vais me coucher. Félicitations encore. » 3 points sont apparus. Ont disparu. Sont réapparus. Oh, d'accord. Remets-toi bien. Je t'aime. J'ai posé le téléphone, l'ai repris, appelé Géraldine. Elle a répondu à la 2e sonnerie, malgré qu'il soit presque 23 heures. Quote, quote, 74, ai-je dit. Ma voix était stable, calme, tout en elle. Quote, 75. Silence. Puis, quote, 76. Quote, 67. Quote, 68. Quote, 79. Plus de silence. Je pouvais entendre Géraldine respirer, réfléchir. Quote, 80, a-t-elle finalement dit. Quote, 81. Quote, 82. Quote, 83. Sa voix était douce. Quote, 84. Quote, 85, ai-je dit. Quote, 86. Après avoir accroché, je suis restée assise dans le noir pendant longtemps. Le truc avec être mère, c'est que tu passes toute ta vie à construire quelqu'un. Tu sacrifies et économises, et tu te montres, et tu te dis que ça en vaut la peine. Qu'un jour ils comprendront, ils apprécieront ce que tu as fait. Mais et s'ils ne demandent jamais? Et s'ils supposent juste que tu n'as rien fait? Et s'ils se tiennent devant 200 personnes et rient de comment tu ne t'es jamais montré? J'ai enlevé les perles de ma mère, les ai posées soigneusement sur la table de nuit. Demain, je rentrerai à Lyon, dans mon modeste appartement avec sa vue sur le parking, dans ma vie tranquille, que personne apparemment ne remarquait, ou dont personne ne se souciait.
Mais ce soir, j'en avais fini d'être invisible. La femme qui a tout construit. Je n'ai pas bien dormi. Vers 3 heures du matin, j'ai abandonné et fait encore du thé, assise près de la fenêtre, à regarder le parking vide. L'aube est venue lentement, grise et réticente. J'ai fait ma petite valise de nuit, me suis habillée confortablement pour le trajet du retour. Avant de partir, j'ai jeté un dernier regard aux documents étalés sur le bureau de l'hôtel. L'acte du penthouse, les parts de l'entreprise, les emails de Patricia. J'ai laissé l'acte du penthouse et les papiers de l'entreprise sur le bureau. Que le personnel de l'hôtel les trouve quand ils nettoieront la chambre. Ils étaient sans valeur maintenant de toute façon. J'avais déjà initié le processus de dissolution. Mais les emails, je les ai gardés. Le trajet de retour à Lyon a pris 4 heures. Je me suis arrêtée une fois pour un café dans une station-service sur l'autoroute A6. La barista était jeune, peut-être 19 ans, avec des cheveux violets et des yeux fatigués. « Nuit difficile ?» a-t-elle demandé en me tendant ma tasse. « Long week-end » ai-je dit. « M'en parlez pas ?» a-t-elle bâillé. « Je travaille en double toute la semaine, j'économise pour le BTS. » Je l'ai regardé, vraiment regardé. Je me suis vue à cet âge, épuisée et déterminée, servant des clients et rêvant de quelque chose de mieux. « Quote 91 » ai-je demandé. « Quote 92 » J'ai sorti ma carte de visite. Lemaire Design associé en lettres argentées. « Appelle mon bureau lundi » demande Sophie aux RH. « Dis-lui que Marguerite Lemaire t'a dit de fixer un entretien pour notre stage de designer junior. Il est rémunéré. » La fille a fixé la carte comme si je lui avais tendu un billet de loterie gagnant. « Sérieusement ? » ?»« Sérieusement. Nous cherchons toujours des gens qui comprennent que le design, c'est plus que juste l'esthétique. C'est faire que les gens se sentent chez eux. J'ai payé mon café et suis partie, me sentant plus légère que depuis des heures. Le reste du trajet, j'ai laissé mon esprit vagabonder à travers les souvenirs. J'avais pris cette même route il y a 20 ans, juste après la mort de Robert. Daniel était sur le siège passager, silencieux et petit, fixant par la fenêtre. Nous venions de chez l'avocat, où la famille de Robert avait essayé de tout prendre. « On va s'en sortir ?» avait-il demandé, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Quote 97 » lui avais-je dit. « Quote 98 » Je le pensais, et j'avais fait en sorte que ce soit vrai. Quand je me suis garée dans la résidence de mon appartement à Lyon, il était presque midi. Le soleil avait percé les nuages, laissant tout brillant et net. Mon appartement était au 2e étage d'un immeuble tranquille près des quais du Rhône. Rien d'extravagant. 2 chambres, une salle de bain, une petite cuisine avec à peine assez de plans de travail. Mais c'était le mien. Et je l'avais rendu beau. Les murs étaient d'un blanc galerie, ornés de dessins architecturaux et de photographies que j'avais prises au fil des ans. Les meubles étaient simples mais bien faits, un canapé confortable, un fauteuil de lecture que j'avais retapissé moi-même, une table de salle à manger qui avait appartenu à la grand-mère de Robert. Chaque surface portait des photos de Daniel. Lui bébé, rond de visage et riant. Lui à 7 ans, ses 2 dents de devant manquantes. Lui à 14 ans, essayant d'avoir l'air dur après la mort de son père, mais encore si évidemment un enfant. Lui à 18 ans, souriant avec sa lettre d'acceptation à Panthéon-Assas en main. Lui à 25 ans, tout nouveau diplôme en droit, si fier et brillant. Je me suis tenue dans mon salon regardant ces photos et j'ai senti quelque chose se fissurer dans ma poitrine. Code 99. Mon téléphone a sonné. Daniel. Je l'ai laissé aller sur la messagerie. Il a sonné encore. Et encore. Au 4e appel, j'ai répondu. Cote 100. La voix de Daniel était frénétique. Cote 101. Cote 102, ai-je dit. Cote
103. Cote 104. Silence, puis cote 105. Cote 106. Plus de silence, plus long cette fois. Cote 107. Cote 108. Cote 109. Cote 110. Cote 111. Je pouvais l'entendre respirer vite, confus. « Pourquoi tu ne me l'as pas dit ?» a-t-il finalement demandé. « Pourquoi tu n'as pas demandé ?»« C'est pas juste. Comment j'étais censé savoir ?»« Tu n'étais pas censé savoir, Daniel. C'était le but. Je ne voulais pas de crédit. Je voulais juste te donner quelque chose de beau. Quelque chose qui disait que j'étais fière de toi et heureuse pour toi. » Ma voix s'est brisée. Cote 116. Cote 117. Cote 118. Je me suis dirigée vers ma fenêtre, regardant le fleuve. Cote 119. Cote 120. Cote 121. Cote 122. Cote 123. Cote 124. Cote 125. J'ai raccroché. Le téléphone a sonné immédiatement. Je l'ai éteint. Puis, je me suis assise dans mon fauteuil de lecture. J'ai tiré une couverture sur mes genoux et j'ai pleuré pour la première fois depuis la mort de Robert. Pas parce que j'étais triste, bien que je l'étais, mais parce que j'étais libre, à suivre. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez à la place de Marguerite? Avez-vous déjà été sous-estimé par quelqu'un que vous aimiez? Commentez ci-dessous et dites-moi d'où vous regardez. La lettre. Le lundi matin est arrivé froid et gris. Je me suis réveillée à 6 heures, j'ai fait du café et je me suis assise à ma table de cuisine, regardant le soleil lutter à travers de lourds nuages. Mon téléphone, que j'avais rallumé dimanche soir, montrait 43 appels manqués. 27 de Daniel, 8 d'un numéro que je ne reconnaissais pas, mais que je soupçonnais être Victoire. 5 du portable de Patricia Beaumont d'Harcourt. 3 du nouveau beau-père de Daniel, Richard. Il y avait aussi des SMS. Je les ai fait défiler sans lire la plupart. Daniel, samedi 23h47. Maman, rappelle-moi s'il te plaît. Daniel, dimanche 8h23. C'est fou, on doit parler. Daniel, dimanche 14h15. Je suis désolée pour le discours, ok? Mais tu peux pas tout vendre juste parce que tu es en colère. Victoire, dimanche 16h30. Marguerite, c'est Victoire. Daniel est très perturbé. Je pense qu'on devrait tous s'asseoir et discuter de ça rationnellement. Patricia, dimanche 18h45. Marguerite, chère, je suis sûre que c'est tout un malentendu. Déjeunons cette semaine. Je les ai tous supprimés, sauf ceux de Daniel. Ceux-là, je les ai gardés, bien que je ne sois pas sûre de pourquoi. Des preuves peut-être, ou une punition. À 8 heures, j'ai appelé le cabinet de Jacques Brennan. Sa secrétaire, Lucienne, a répondu à la deuxième sonnerie. Cote 131. Cote 132. Cote 133. Un clic, puis la voix de Jacques, chaleureuse et stable. Cote 134. Jacques Brennan était mon avocat depuis 12 ans. Il avait géré mes contrats commerciaux, la vente de mes propriétés, les problèmes de succession de Robert avec sa famille. Il avait 45 ans, veuf depuis 3 ans, quand sa femme était morte d'un cancer des ovaires. Nous nous étions liés autour d'un café, un après-midi, après une négociation particulièrement difficile, partageant des histoires sur la perte et apprendre à vivre avec. Il comprenait le deuil d'une façon que la plupart des gens ne comprenaient pas. « Je gère », ai-je dit. « Tu as préparé la lettre ?»« Elle est prête. 4 pages, exactement comme tu l'as décrit. »« Marguerite, tu es absolument certaine de ça ? Une fois qu'il la lira. » « Il a besoin de la lire, Jacques. Il a besoin de comprendre ce qu'il a jeté. » Une pause. Je pouvais l'entendre tapoter son stylo contre son bureau. Une habitude quand il réfléchissait. Cote 139, a dit Jacques doucement. Cote 140. Cote 141. Cote 142. Cote 143. Ma voix s'est durcie. Alors oui, je suis certaine. D'accord, a-t-il dit. Je vais l'appeler, fixer un rendez-vous pour cet après-midi. Tu seras là?
Non, je ne veux pas le voir encore. Donne-lui juste la lettre et les documents. Laisse-le digérer seul. Tu lui donnes beaucoup à digérer. Il m'a donné beaucoup à digérer aussi. Après avoir raccroché, je suis restée assise longtemps à fixer mon café. Il avait refroidi. Je l'ai vidé dans l'évier et en ai fait du frais. Le truc avec prendre des décisions difficiles, c'est qu'on se remet en question constamment. Chaque minute, chaque heure, une voix murmure « Peut-être que tu réagis de façon excessive. Peut-être que tu devrais lui pardonner. C'est ton fils. C'est tout ce que tu as. » Mais alors, je me suis souvenue de son visage à ce moment-là. Le sourire insouciant. La façon dont il avait haussé les épaules, comme si mon absence de sa vie était juste une bizarrerie amusante, quelque chose dont rire. N'a jamais été du genre à se montrer. Mon téléphone a sonné. Daniel encore. Cette fois, j'ai répondu. Code 152. Sa voix était rauque, épuisée. Code 153. Code 154. Code 155. Code 156. Code 157. Code 158. Code 159. Code 160. J'ai ri, mais il n'y avait pas d'humour dedans. C'est ce qu'il pense. Tu vends le Penthouse. Tu allais nous le donner, liquider les parts de l'entreprise. Maman, c'est insensé. C'est l'œuvre de ta vie. C'était censé être l'œuvre de ta vie. Tu as raison là-dessus. Au passé. Pourquoi tu fais ça? Lis la lettre, Daniel. Arrête de m'appeler Daniel. Tu fais ça seulement quand tu es vraiment en colère. Lis la lettre. J'ai raccroché encore, éteint le téléphone complètement cette fois. Puis je me suis habillée, j'ai pris mes clés de voiture et j'ai conduit vers le seul endroit qui avait toujours eu du sens pour moi. Mon bureau. L'appel. Le maire, design associé, occupait le 3e étage d'un ancien entrepôt reconverti dans le quartier de la Confluence à Lyon. Murs de briques apparentes, baies vitrées du sol au plafond, espace de travail ouvert parsemé de tables à dessin et de postes informatiques. Nous étions là depuis 8 ans, et j'aimais chaque centimètre. J'avais construit cette entreprise à main nue. Chaque relation client, chaque projet, chaque résolution de problème tard dans la nuit l'avait façonné en quelque chose dont j'étais fière. Et j'avais voulu que Daniel l'ait. Mon bureau était dans le coin du fond, avec des parois vitrées pour que je puisse voir tout l'étage, mais avec des stores que je pouvais fermer quand j'avais besoin d'intimité. Ce matin-là, je les ai fermés. Sophie Martinez, ma directrice de bureau, a frappé doucement avant d'entrer. Elle avait 28 ans, brillante et farouchement loyale. Je l'avais embauchée directement après son BTS quand personne d'autre ne voulait prendre le risque d'une fille du mauvais côté de Lyon avec un diplôme d'école publique. Code 167, a-t-elle dit en posant une tasse de café frais sur mon bureau. Code 168. Code 169. Malgré tout, j'ai souri. Long week-end. Le mariage était samedi, non? Comment ça s'est passé? J'ai pris une gorgée de café. Envisagé de mentir. Décidé que j'en avais fini avec ça. Mon fils a dit à 200 personnes que je ne me montrais jamais pour lui. Puis j'ai découvert que sa nouvelle belle-mère avait pris le crédit du mariage que j'avais secrètement payé. Donc je liquide tout ce que j'avais prévu de lui laisser et je crée une fondation pour les mères célibataires à la place. Les yeux de Sophie se sont écarquillés. Puis, lentement, elle a souri. Putain, Marguerite. C'est la chose la plus badass que j'ai jamais entendue. C'est vrai? Ou c'est mesquin et vindicatif? Ça peut être les deux? Elle s'est assise en face de moi. Quote 176. Quote 167. Quote 166. Elle s'est penchée en avant. Ma mère a travaillé 3 emplois pour nous élever, moi et mes frères, après que mon père soit parti. Tu sais ce que mon frère aîné a fait? Il a déménagé à Marseille et n'a pas appelé pendant 5 ans. Quand il s'est finalement montré, il lui a demandé de l'argent. Il a dit qu'elle lui devait pour ne pas avoir eu de père en grandissant. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a dit de foutre le camp de sa maison et de revenir quand il aurait appris la gratitude. Sophie a haussé les épaules.
Il est revenu 2 ans plus tard, la queue entre les jambes. Il s'est excusé. Ils vont bien maintenant. Mais elle a dû tracer cette ligne. Tu penses que je trace une ligne? Je pense que tu lui apprends une leçon que la famille de sa femme ne lui a jamais enseignée. Que les gens ne sont pas des distributeurs automatiques. Que l'amour demande plus que de juste se montrer pour les bons moments. Avant que je puisse répondre, mon téléphone de bureau a sonné. Ligne interne. Réception. Marguerite, a dit notre réceptionniste. Il y a un jeune homme ici qui demande à vous voir. Il dit qu'il s'appelle Daniel Lemaire. Votre fils? Mon estomac s'est serré. Quote 197. Quote 188. Quote 199. Je me suis levée, j'ai lissé ma jupe et je me suis dirigée vers la zone de réception. Daniel faisait les 100 pas près des fenêtres. Il avait clairement conduit directement depuis Paris, portant encore les vêtements de la veille, froissés et tachés de café. Ses cheveux étaient en désordre. Il avait des cernes sous les yeux. Quand il m'a vue, il s'est arrêté net. « Maman, tu es censée être au cabinet de Jacques. Je ne pouvais pas attendre. Je devais te voir d'abord. Je devais... » Il a passé ses mains dans ses cheveux. « S'il te plaît, on peut parler quelque part en privé ?» J'ai regardé autour de moi. Tout mon personnel faisait semblant de ne pas regarder tout en regardant évidemment. Quote 193. Je me suis levée. Quote 114. Je n'ai pas attendu pour voir s'il suivait. La salle de réunion était petite, sans fenêtre, conçue pour des réunions clients intimes. Daniel a fermé la porte derrière nous et a immédiatement commencé à parler. Quote 15. Quote 996. Il s'est arrêté. Quoi? Quand tu as dit que je ne me montrais jamais, quand tu as dit que je ne pouvais pas contribuer, tu mentais? Ou tu y croyais vraiment? Sa bouche s'est ouverte, fermée. Quote 199. Quote 200. Quote 201. J'ai sorti mon téléphone, ouvert les captures d'écran des emails que j'avais sauvegardés, et je le lui ai tendu. Lis. Il a lu. Avec chaque ligne, son visage est devenu plus pâle. Oh mon Dieu, a-t-il murmuré. Elle... Patricia savait. Elle savait tout. Et ta femme savait aussi. Il y a un autre email d'il y a 3 mois avant le mariage. Victoire demandant à sa mère de s'assurer que je reste en arrière-plan parce qu'elle ne voulait pas que les gens pensent que les Beaumont d'Harcourt ne pouvaient pas se permettre le mariage eux-mêmes. Non, Victoire ne... Lis le reste. Il a fait défiler. J'ai regardé ses mains commencer à trembler. Côte 208, a-t-il dit finalement. Côte 209. Côte 210. Côte 211. Côte 212. Ma voix s'est élevée plus fort que je ne le voulais. C'était quand la dernière fois que tu t'es renseigné sur ma vie, mon entreprise? Quand est-ce que tu m'as rendu visite sans Victoire? Quand est-ce que tu as appelé juste pour parler, pas parce que tu avais besoin de quelque chose? Il a tressailli. Na, j'ai été occupé. Le cabinet d'avocat, la planification du mariage. J'ai vendu notre maison pour t'envoyer à Assas. Les mots sont restés suspendus dans l'air entre nous. Côte 216. Sa voix était à peine audible. Côte 217. Côte 218. Côte 219. Daniel s'est effondré dans une chaise, a mis sa tête dans ses mains. L'appartement où je vis maintenant, ai-je continué. Il fait 60 mètres carrés, une chambre. Je dors sur un canapé convertible parce que j'ai transformé la chambre en bureau à domicile. Je conduis une Clio de 10 ans. J'achète mes vêtements dans les magasins d'usine. Pas parce que je suis pauvre, mon entreprise marche très bien, mais parce que j'ai passé les 20 dernières années à économiser tout ce que je pouvais pour te construire quelque chose. Maman. Le Penthouse devait être ton cadeau de mariage. 3,2 millions d'euros. 2 chambres, 2 salles de bain et demie donnant sur le parc Monceau. Je l'ai acheté il y a 6 mois.
J'allais te donner les clés dimanche matin au petit déjeuner. Le petit déjeuner pour lequel tu ne t'es pas montré parce que tu étais trop occupé à profiter de ta suite nuptiale. Il pleurait maintenant, doucement, les épaules tremblantes. Les parts de l'entreprise. 35% de propriété de Lemaire Design, d'une valeur d'environ 5 millions. J'allais les transférer après que tu aies été marié 1 an, une fois que tu te serais installé dans ta vie ensemble. Je voulais que tu aies la sécurité, la liberté, la capacité de choisir ton propre chemin au lieu d'être piégé par l'argent. Je ne savais pas. Il a sangloté. Mon Dieu, maman, je ne savais rien de tout ça. C'est le problème, mon chéri. Tu n'as jamais demandé. Tu as juste supposé. Et quand des gens t'ont dit que je ne valais rien, tu les as crus. Nous sommes restés assis en silence pendant longtemps. Daniel pleurant. Moi le regardant, sentant mon cœur se briser et se durcir simultanément. Finalement, il a levé les yeux. Ses yeux étaient rouges, gonflés. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, tu vas au cabinet de Jacques. Tu lis la lettre que j'ai écrite. Et ensuite, tu décides quel genre d'homme tu veux être. Est-ce que je peux la lire ici, avec toi? J'ai considéré, puis secoué la tête. Quote 231. Il a hoché la tête lentement, s'est essuyé le visage avec sa manche, comme il le faisait quand il était petit. Je t'aime, maman, a-t-il murmuré. Je sais, je t'aime aussi. Mais l'amour ne suffit plus. Tu as besoin de comprendre ce que tu avais, ce que tu as perdu, ce que tu as jeté parce que tu étais trop occupé à essayer d'impressionner des gens qui ne te respecteront jamais, comme je l'ai fait. Comme tu l'as fait, au passé. Je me suis levée, me suis dirigée vers la porte. Lis la lettre. Ensuite, on verra. La réponse des Beaumont d'Harcourt. Je suis restée au bureau jusqu'à 19h ce soir-là, me jetant dans le travail. Nous avions 3 projets en développement. Une reconversion de centre culturel, une rénovation de loft résidentiel et un nouveau design de restaurant. J'ai revu les plans, annoté les croquis, envoyé des emails aux entrepreneurs. Sophie a passé la tête vers 18h. Tu comptes dormir ici? J'y pense. Tu veux de la compagnie? J'ai des restes de taille et une bouteille de vin dans ma voiture. J'ai souri. Quote 239. Cote 240. Mon cœur s'est serré. Il est encore là? Il est parti vers 16h. Mais Marguerite, il avait l'air anéanti. Bien, ai-je dit. Puis, plus doucement, il devrait l'être. Quand je suis finalement rentrée, épuisée et vidée, il y avait un paquet sur mon paillasson. Pas un gros paquet, juste une enveloppe matelassée avec mon nom écrit de la parfaite cursive de Victoire. Je l'ai ramassée prudemment, comme si elle pouvait exploser. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite sur du papier à lettres coûteux, gravée « Victoire Beaumont d'Harcourt, le maire » en haut. Chère Marguerite, Daniel m'a raconté votre conversation d'aujourd'hui. Bien que je comprenne que vous soyez contrariée par le discours du mariage, je pense que votre réaction est extrêmement disproportionnée et franchement manipulatrice. Ma famille a travaillé très dur pour construire notre réputation et notre position dans la communauté. Quand Daniel a épousé dans la famille Beaumont d'Harcourt, il est devenu partie de cet héritage. Il est naturel que nous voulions nous présenter sous un certain jour. Le fait que vous ayez secrètement payé le mariage tout en permettant à mes parents de prendre le crédit est bizarre et passif-agressif. Si vous vouliez de la reconnaissance, vous auriez dû dire quelque chose au lieu de jouer à des jeux. Quant à menacer de déshériter Daniel, c'est du chantage émotionnel. Vous essayez de le contrôler en lui faisant miroiter de l'argent. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la manipulation. J'espère que vous reconsidérerez ces décisions hâtives. Daniel mérite mieux qu'une mère qui fait tout tourner autour d'elle. Respectueusement, Victoire. Je l'ai lu 2 fois, puis 3 fois. Puis j'ai ri. Ça a commencé comme un petit gloussement,
mais ça s'est construit en quelque chose de plus grand, plus fort. Jusqu'à ce que je sois assise sur mon canapé, riant si fort que les larmes coulaient sur mon visage. Manipulatrice, passive-agressive, chantage émotionnel. Cette fille, cet enfant privilégié et gâté qui n'avait jamais travaillé un jour de sa vie, me traitait de manipulatrice. J'ai sorti mon téléphone, composé une réponse par email. Restez courte. Was, chère Victoire, vous avez absolument raison. J'étais manipulatrice. J'ai manipulé de l'argent que j'ai gagné pendant des décennies de dur labeur pour payer votre mariage, pendant que vous et votre mère manipuliez tout le monde pour leur faire croire que vous l'aviez payé. La différence, j'essayais de faire un cadeau à mon fils. Vous essayez de voler le crédit? Vous voulez parler de ce que Daniel mérite? Il mérite une femme qui ne cache pas sa mère au dernier rang, qui ne la supprime pas des photos de mariage, qui n'envoie pas de lettres passives-agressives au lieu d'avoir une conversation honnête. Mais il vous a choisi, donc vous êtes son problème maintenant, pas le mien. Respectueusement, Marguerite. J'ai survolé le bouton envoyer, ne l'ai pas pressé. Au lieu de cela, je l'ai sauvegardé comme brouillon. Peut-être que je l'enverrai plus tard. Peut-être pas. Sophie avait raison. Le vrai pouvoir était dans le silence. Mon téléphone a sonné. Patricia Beaumont d'Harcourt. Et toi, j'ai répondu. Code 248. Sa voix était doucereuse. Code 239. Code 250. Code 251. Code 252. Une pause. Quand elle a reparlé, la douceur avait tourné. Code 253. Code 254. Code 255. Code 256. Just code 257. Elle a vraiment ricané. Code 258. Code 259. Silence. Assez long pour que je pense qu'elle avait peut-être raccroché. Ces emails étaient privés, a-t-elle finalement dit, la voix tendue. Ces emails étaient des preuves, la preuve que vous êtes une menteuse et une voleuse. Comment osez-vous? Ma voix était de l'acier. Quote 264, quote 265, quote 266, quote 267, quote 268, quote 269, quote 260, quote 271, quote 272. Elle respirait fort maintenant, en colère. Cote 273. Cote 274. Cote 275. Cote 276. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient, mais cette fois ce n'était pas de tristesse. C'était de l'adrénaline, du pouvoir, le sentiment d'avoir enfin dit ce que j'aurais dû dire il y a des mois. Le téléphone a sonné à nouveau immédiatement. Le numéro de Patricia. Je l'ai bloqué. Puis, j'ai bloqué le numéro de Richard et celui de Victoire. Si Daniel voulait me joindre, il le pouvait. Mais sa nouvelle famille, ils en avaient terminé. La vérité éclate. Le mardi matin, je me suis réveillée avec 17 appels manqués de Daniel. Pas de messages vocaux, juste des appels les uns après les autres, commençant à 6 heures du matin. J'ai fait du café, me suis douchée, habillée. Je ne l'ai pas rappelé. À 9 heures, Jacques Brennan a appelé. Code 277, a dit Jacques sans préambule. Code 278. Code 279. Code 281. Code 281. Code 282. Code 283. Code 284. Code 285. Jacques a fait une pause. Code 286. La photo. Moi à 30 ans, les yeux gonflés et épuisés, tenant le nouveau-né Daniel dans une couverture en flanelle. La seule photo de l'hôpital parce qu'on ne pouvait pas se permettre d'engager un photographe. Une infirmière l'avait prise avec un appareil jetable. J'avais l'air anéanti sur cette photo. 17 heures de travail, césarienne d'urgence. Mais je souriais, parce que malgré tout, malgré être terrifiée et dépassée et tellement fatiguée, j'étais heureuse. J'avais Daniel et rien d'autre ne comptait. Côte 287, a continué Jacques. Côte 288. Côte 289.
Mon estomac s'est noué. « Tu lui as parlé de ça ?» a demandé Jacques prudemment. « Non, je ne pensais pas qu'il avait besoin de savoir. » L'année dernière, Daniel avait essayé de contracter un prêt personnel. 300 000 € pour acheter des parts d'associés dans son cabinet d'avocat. La banque m'avait contacté parce qu'il s'était listé comme copropriétaire de Lemaire Design Associés sur sa demande. Il avait menti. Mis qu'il possédait 35% alors que je n'avais jamais rien transféré. La banque avait appelé pour vérifier. Je leur avais dit la vérité, qu'il ne possédait rien, et ils avaient refusé son prêt. Je ne l'avais jamais mentionné à Daniel. Je m'étais dit qu'il avait été assez embarrassé sans que je le lui rappelle. Il prétend qu'il ne savait pas que ce n'était pas autorisé, a dit Jacques. Son beau-père lui a dit que c'était normal de lister les actifs familiaux sur les demandes de prêt. Richard Beaumont d'Harcourt lui a dit de commettre une fraude bancaire? Apparemment, ou Daniel a mal compris. De toute façon, il est mortifié. Il dit que c'est un autre exemple de comment les Beaumont d'Harcourt l'ont égaré. Ils ne l'ont égaré nulle part. Il a choisi de suivre. C'est vrai. Mais Marguerite, je pense qu'il commence à comprendre ça. La lettre, les documents, la photo, tout s'infiltre. Il a appelé Victoire hier soir depuis mon bureau, l'a confrontée au sujet des emails. Comment tu sais ça? Parce que je pouvais l'entendre crier à travers le téléphone. Quelque chose sur le fait qu'il était ingrat et qu'il choisissait sa mère plutôt que sa femme. Malgré tout, j'ai ressenti une petite étincelle de satisfaction. Cote 300. Cote 301. Cote 302. Cote 303. J'ai siroté mon café. Laissez cette information s'installer. Cote 304. A continué Jacques. Cote 305. Cote 306. Cote 307. Après avoir raccroché, je suis restée assise à ma table de cuisine pendant longtemps. Le truc avec la colère, c'est que c'est épuisant. Tu ne peux la maintenir que si longtemps avant qu'elle commence à te ronger de l'intérieur. Je n'étais pas prête à pardonner à Daniel. Je n'étais pas sûre de jamais l'être complètement. Mais j'étais fatiguée d'être en colère. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu. QOT 308. J'ai souri et tapé en retour. De rien. À jeudi. Et Emma, c'est Marguerite, pas Madame le maire. Marguerite. Compris. Merci infiniment. Ce petit échange, 30 secondes de SMS, m'a fait me sentir mieux que tout ce qui s'était passé cette semaine. Peut-être que c'était la réponse. Pas la vengeance, pas même la justice exactement. Juste construire quelque chose de mieux. Aider les gens qui en avaient vraiment besoin. J'ai ouvert mon ordinateur portable, sorti les documents que Géraldine avait envoyés sur la Fondation. Fondation Marguerite Lemaire pour l'autonomisation économique des femmes. 5 millions d'euros. Des bourses pour les mères célibataires reprenant leurs études. Des subventions pour les femmes créant des entreprises. Des stages rémunérés en architecture et design. Tout ce que j'avais voulu donner à Daniel, je le donnerais à des femmes comme Emma à la place. Des femmes qui l'apprécieraient, qui l'utiliseraient pour construire quelque chose de significatif. Mon téléphone a sonné, Daniel encore. Cette fois, j'ai répondu « Maman ». Sa voix était rauque, à vif. « S'il te plaît, ne raccroche pas. Je t'écoute. J'ai tout lu. La lettre, les documents, la photo. » Il s'est étranglé sur le dernier mot. Quote 315. Quote 316. Quote 317. Quote 318. Mais j'aurais pu l'apprécier. J'aurais pu le voir. Comment tu étais censé le voir si je le cachais? Je ne le cachais pas. Je ne l'affichais juste pas. Il y a une différence. Et si tu avais jamais demandé, vraiment demandé sur ma vie, sur mon entreprise, sur comment j'allais, tu aurais su. Silence. Puis, tu as raison, je n'ai jamais demandé. J'ai juste supposé que tu allais bien, que tu avais tout sous contrôle, que tu n'avais besoin de rien de moi. Je n'avais besoin de rien de toi, sauf du respect, de la reconnaissance
et que tu me défendes quand la famille de ta femme a essayé de m'effacer. Je suis désolée. Il pleurait encore. Mon Dieu, maman, je suis tellement désolée. J'ai été un idiot égoïste et aveugle qui t'a prise pour acquise et a laissé la famille de Victoire me manipuler. Et je suis tellement désolée. Je sais que tu l'es. Est-ce que je peux te voir? S'il te plaît, je vais descendre à Lyon tout de suite. On peut parler, arranger les choses. Non. Maman? Pas encore, Daniel. Tu as besoin de temps pour t'asseoir avec ça. Pour vraiment comprendre ce que tu as fait, ce que tu as perdu. Et j'ai besoin de temps pour décider si je peux te pardonner. Tu penses que tu pourras? Un jour? J'ai regardé la photo de lui sur mon réfrigérateur. 7 ans, dents manquantes, tenant un dessin au crayon. Quote 331. Ai-je dit honnêtement? Cote 332. Cote 333. Cote 334. Cote 335. Cote 336. Ai-je dit doucement? Cote 337. Cote 338. C'est vrai, c'est complètement brisé. Je sais, et je me déteste pour ça. Déteste pas. Sois juste meilleur. Comment? Ce n'est pas à moi de trouver, mon chéri. C'est ton chemin. Nous sommes restés au téléphone encore 1 minute, sans parler, juste respirant, connectés par le silence et la douleur et le fil ténu de l'amour qui ne s'était pas tout à fait rompu. Finalement, j'ai dit « Quote 343 » Quote 344 Quote 345 Quote 346 Quote 347. Après avoir raccroché, j'ai pleuré. Pas les larmes de colère d'avant. Des larmes plus douces, plus tristes. Les larmes d'une mère qui regarde son enfant grandir, même si la leçon était venue trop tard. La vente aux enchères. 3 semaines sont passées. Je me suis jetée dans le travail. J'ai embauché Emma Chen comme stagiaire junior en design. Elle était brillante, affamée, créative d'une façon qui me rappelait moi-même à cet âge. J'ai commencé les démarches préliminaires pour la fondation. J'ai rencontré Géraldine 2 fois par semaine pour discuter des stratégies d'investissement et des critères de bourse. Le penthouse a été mis sur le marché. Jacques s'est occupé de tout. Annonces, mise en scène, visites. Je ne voulais pas être impliquée. Daniel appelait tous les quelques jours. Des conversations courtes, maladroites, mais sincères. Il avait quitté le penthouse parisien que les parents de Victoire leur avaient offert. Il restait dans un petit appartement dans le 11e arrondissement, payant son propre loyer pour la première fois de sa vie adulte. « C'est bizarre », m'a-t-il dit lors d'un appel. Faire mes propres courses, faire la lessive. Je n'avais jamais réalisé à quel point j'avais vécu sur mon air. Comment Victoire le prend-elle? Une pause. Pas bien. Elle est chez ses parents. Elle dit que je te choisis plutôt qu'elle. C'est le cas? Je choisis l'honnêteté plutôt que les mensonges. Si elle ne peut pas comprendre ça, alors peut-être qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. Je n'ai rien dit. Quoi qu'il se passe entre Daniel et Victoire, c'était leur affaire. J'avais dit ce que j'avais à dire. La vente aux enchères était prévue pour un samedi après-midi. Jacques m'avait suggéré de rester à l'écart, mais je me suis retrouvée à conduire vers Paris ce matin-là quand même. Je me suis garée à 3 rues de l'immeuble et j'ai marché lentement, regardant la ville s'éveiller autour de moi. L'immeuble du penthouse était magnifique. Architecture haussmannienne, récemment rénovée. Concierge, hall en marbre, tout classieux et élégant. Je l'avais choisi si soigneusement, imaginant Daniel et Victoire ici. Peut-être des enfants, éventuellement. Des brunchs du dimanche, des dîners de fête. Maintenant, je ne verrai plus jamais l'intérieur. La vente aux enchères a commencé à 14 heures. Je me tenais de l'autre côté de la rue, caché derrière un kiosque à journaux, regardant les gens arriver. Des couples fortunés, des investisseurs immobiliers, quelques visages que j'ai reconnus des pages société. Patricia et Richard Beaumont d'Harcourt,
sont arrivés à 14h15 dans une Mercedes noire. Patricia portait du Chanel. Richard avait son téléphone collé à l'oreille. Ils allaient enchérir. Bien sûr qu'ils allèrent le faire. Daniel est arrivé à 14h20, seul. Il avait l'air plus mince, fatigué. Il est resté sur le trottoir un moment, fixant l'immeuble, puis est entré. Je suis resté dehors. Par la fenêtre, je pouvais voir la salle des enchères. Pouvais voir le commissaire-priseur, les acheteurs potentiels, les Beaumont d'Harcourt assis au premier rang. Les enchères ont commencé à 3 millions. En 5 minutes, c'était monté à 3,5. Richard Beaumont d'Harcourt a levé sa palette. 3,7. Un jeune couple, peut-être la fin de la vingtaine, a enchéri 3,9. Richard, 4 millions. Le jeune couple s'est regardé. La main de la femme s'est posée sur son ventre. Enceinte, ai-je réalisé. Ils ont secoué la tête. Éliminé. 4 millions une fois, 2 fois. Une nouvelle voix. Un homme au fond levant sa palette. 4,1 millions. Richard s'est retourné, agacé. A enchéri à nouveau. 4,2. L'homme au fond. 4,3. Ça a continué pendant 10 minutes. Richard devenant de plus en plus rouge. Patricia lui murmurant urgemment à l'oreille. Finalement, à 4,7 millions, Richard a secoué la tête. Terminé. Quote 365. Le marteau du commissaire-priseur est tombé. Quote 356. J'ai regardé l'homme au fond se lever. Jeune, peut-être 35 ans, professionnel. Il a serré la main du commissaire-priseur, signé des papiers. Daniel s'est approché de lui. Je ne pouvais pas entendre ce qu'il disait, mais j'ai vu Daniel lui serrer la main. J'ai vu quelque chose passer entre eux. Une enveloppe, peut-être. 30 minutes plus tard, Daniel est sorti de l'immeuble. Il m'a vu de l'autre côté de la rue immédiatement, comme s'il avait su que j'étais là. Il a traversé vers moi lentement. « Tu as regardé » a-t-il demandé. J'ai regardé. Le couple qui enchérissait, la femme enceinte. Ils m'ont rappelé toi et papa. Jeunes, pleins d'espoir, essayant de construire quelque chose. Ils ne pouvaient pas se le permettre. Non. Mais le gars qui a gagné, c'est leur ami, un investisseur en capital risque. Il l'a acheté pour eux. Ils vont le rembourser au fil du temps, en dessous du prix du marché. Daniel a sorti son téléphone, m'a montré une photo. Cote 362. Cote 363. Cote 364. Il m'a regardé. Vraiment regardé. Ils en prendront meilleur soin que je ne l'aurais fait. Ils l'apprécieront, comme j'aurais dû t'apprécier. Nous sommes restés là en silence, regardant les nouveaux propriétaires sortir de l'immeuble, rayonnant d'excitation. « Les Beaumont d'Harcourt sont furieux !» a dit Daniel. « Patricia voulait l'acheter, le revendre, faire un profit. Maintenant, elle raconte partout qu'on les a laissés l'avoir par charité. Bien sûr qu'elle le fait. Je demande le divorce, maman. » Je me suis tournée vers lui, surprise. « Quoi ? Je ne peux pas rester mariée à quelqu'un qui m'a menti sur toi, qui a aidé sa famille à t'effacer, qui se soucie plus de la réputation que de la vérité. » Il a enfoncé ses mains dans ses poches. « Ça va être laid. Les Beaumont d'Harcourt ne font rien discrètement. Mais j'ai besoin de faire ça. Tu es sûre ? Tu plaisantes ? Après tout ce que j'ai appris ces dernières semaines ?» Il a ri amèrement. « Les parents de Victoire racontent aux gens que tu es malade mentale, que tu me manipules, que je devrais te faire déclarer incapable pour que je puisse accéder à tes actifs. » Mon sang s'est glacé. Quote 376, quote 377, quote 378, quote 379. Il m'a regardé. J'avais oublié que j'appartenais déjà quelque part, avec toi. Le refuge. 2 jours plus tard, je me suis rendue au foyer des femmes de Villeurbanne. C'était une ancienne église reconvertie dans l'est de Lyon,
financé par un patchwork de subventions et de dons. La directrice, Sophie Martinez, m'avait contacté un mois plus tôt pour animer un atelier de design pour leurs résidentes. Quote 300 bien, avait-elle expliqué autour d'un café. Elles ont besoin de compétences professionnelles, de choses pratiques qu'elles peuvent utiliser pour reconstruire leur vie. Et vous êtes l'une des architectes les plus respectées de la région. Votre temps signifierait tout. J'avais eu l'intention de dire non. J'étais trop occupée, trop concentrée sur mes propres problèmes. Mais après le mariage, après que tout se soit effondré, je l'avais rappelé. Cette offre d'atelier est toujours valable? Maintenant, je me tenais dans une salle de classe au 2e étage, face à 12 femmes de 19 à 55 ans. Certaines avaient des enfants à la crèche en bas. Certaines étaient seules. Toutes me regardaient avec un mélange d'espoir et de scepticisme. Cote 384, ai-je dit. Cote 385. Ça a attiré leur attention. Cote 386. Une femme au premier rang, peut-être 40 ans, avec des cheveux grisonnants, a hoché lentement la tête. Cote 387. Ai-je continué? Cote 388. Cote 389. Une femme plus jeune, début de la vingtaine, bras croisés défensivement. Cote 390. Cote 391. J'ai souri. Et peut-être, dans le processus, comment redesigner vos propres vies. On a commencé petit. Je leur ai appris à lire des plans architecturaux, à comprendre l'échelle et les proportions, à voir comment la lumière change un espace, comment la couleur affecte l'humeur, comment le placement des meubles peut rendre une pièce accueillante ou froide. Mais surtout, je leur ai appris à faire confiance à leurs instincts. Ne vous remettez pas en question, leur ai-je dit. Vous avez survécu à des choses que la plupart des gens ne peuvent pas imaginer. Ça demande de l'intelligence, de la créativité et de la force. Ces mêmes compétences fonctionnent en design. La femme du premier rang, elle s'appelait Karen, est restée après le cours. Cote 395, a-t-elle dit? Cote 396, cote 397, cote 398, cote 399. J'ai pensé à Daniel, au mariage, à nos appels téléphoniques maladroits et à sa décision de divorcer de Victoire. Il apprend, ai-je dit finalement. Ça a pris du temps, mais il apprend. Karen a hoché la tête. Mes enfants sont avec mon ex. Le tribunal dit que je ne peux pas les voir tant que je n'ai pas un logement stable, un emploi. J'essaie si fort, mais ils grandissent sans moi. J'ai peur qu'ils oublient que je les aime. Ils n'oublieront pas. Et quand ils seront plus grands, ils comprendront. Tu fais ça pour eux. Ça compte. Vraiment? Même s'ils ne le savent pas? Surtout s'ils ne le savent pas. C'est là que c'est le plus réel. Quand tu le fais quand même. La lettre arrive. 6 semaines après le mariage, un colis est arrivé à mon appartement. Petite enveloppe matelassée, pas d'adresse de retour, juste mon nom de l'écriture de Daniel. À l'intérieur se trouvait l'album photo que j'avais apporté au mariage. Celui qu'il n'avait jamais regardé. Celui avec des bonshommes bâtons en papier construction et Cote 406, en lettres inégales. Mais quelque chose était différent. Un coin de la couverture était gondolé, taché d'eau, comme si des larmes y étaient tombées et avaient séché. Et glissé à l'intérieur de la première page, il y avait une lettre. Quote 407. J'ai lu la lettre 3 fois. Puis, je me suis assise sur mon canapé, j'ai tenu l'album photo sur mes genoux et j'ai pleuré. Pas des larmes de colère cette fois. Pas des larmes blessées. Des larmes de guérison. Le genre qui vient quand quelque chose de cassé commence à se réparer. La fondation. 3 mois après le mariage, je me suis tenue devant une salle pleine d'étrangers et leur ai raconté mon histoire. L'Association des femmes entrepreneurs de Lyon m'avait invitée à prendre la parole lors de leur gala annuel de collecte de fonds. 200 femmes en robe de cocktail et perles, sirotant du vin et mangeant des canapés.
attendant d'entendre parler de mon parcours inspirant de veuve à entrepreneuse à succès. Elles n'avaient aucune idée de ce qu'elles allaient entendre. Quote, 4 ans rend 8. Ai-je commencé, ma voix stable, malgré les nerfs qui papillonnaient dans mon estomac. Quote, 409. La salle est devenue silencieuse. Les verres ont cessé de tinter. Les conversations sont mortes à mi-phrase. Quote, 410. J'ai fait une pause, laissé ça s'imprégner. Quote, 411. Une femme au premier rang a légèrement halté. Quote, 412. J'ai sorti mon téléphone, affiché les emails sur l'écran derrière moi. Les mots de Patricia en noir et blanc pour que tout le monde les voie. Quote, 413. La salle était absolument immobile maintenant. Je pouvais entendre mon propre cœur battre. Quote, 414. Quelques femmes pleuraient maintenant. Je pouvais les voir se tamponner les yeux avec des serviettes. Quote, 415. J'ai cliqué sur la diapositive suivante. Des images du foyer, des femmes de mon cours de design, des Machen esquissant à une table à dessin. Quote, 416. Ma voix s'est renforcée. Je vous raconte cette histoire non pas pour de la sympathie, non pas pour des applaudissements. Je vous la raconte parce que je veux que vous compreniez quelque chose d'important. Votre valeur ne dépend pas de si les gens la voient. Votre valeur n'est pas déterminée par qui vous donne le crédit. Vous n'avez pas besoin de validation des gens qui devraient vous aimer le plus. J'ai regardé le public. J'ai vu des femmes hocher la tête. J'ai vu de la reconnaissance dans leurs yeux. Quote, 418. La salle a éclaté en applaudissements. Pas des applaudissements polis d'événements caritatifs. De vrais applaudissements. Une standing ovation. Des femmes debout, certaines pleurant ouvertement, certaines acclamant. Je suis restée là, submergée, tandis que la présidente de l'association venait au podium et me serrait dans ses bras. Quote, 410, m'a-t-elle murmuré à l'oreille. Quote, 420. Après le discours, j'ai été assaillie. Des femmes faisaient la queue pour me parler, partager leurs propres histoires, poser des questions sur la fondation. Une femme dans la cinquantaine, élégante dans une robe noire, m'a saisi les mains. Quote, 421. Quote, 422. Ai-je dit fermement. Quote, 423. Une autre femme, plus jeune, peut-être 30 ans. Quote, 424. Quote, 425, lui ai-je dit. Quote, 426. Elle a hoché la tête, les larmes coulant sur son visage. Quote, 427. Quote, 428. La file a continué pendant 1 heure. Histoire après histoire de femmes rendues invisibles par les gens qu'elles aimèrent le plus. Finalement, alors que l'événement touchait à sa fin, une femme s'est approchée, qui s'était tenue en retrait. Elle avait à peu près mon âge, bien habillée, mais il y avait quelque chose de fragile dans son expression. Quelque chose de familier. Quote, 429, a-t-elle dit doucement. Quote, 430. Je me suis raidie. Quote, 431, a-t-elle dit rapidement. Quote, 432. Sa voix s'est durcie. J'ai regardé mon frère et sa femme faire ça à des gens pendant des années. Ils sont experts pour prendre le crédit sans rien donner, pour se faire passer pour généreux, tout en effaçant les vrais bienfaiteurs. Pourquoi me dites-vous ça? Parce que vous n'êtes pas la première personne à qui ils ont fait ça. Et vous devez savoir qu'ils préparent quelque chose, une sorte d'action en justice. Patricia raconte à tout le monde que vous êtes mentalement instable, que vous manipulez Daniel. Elle construit un dossier pour vous faire déclarer incapable afin que Daniel puisse accéder à vos actifs. Une peur froide m'a envahi. Quote, 436. Quote, 437. Rebecca m'a tendu une carte de visite. C'est mon avocat. Il se spécialise dans la protection des actifs contre les litiges familiaux. Appelez-le, s'il vous plaît, avant que Patricia ne passe à l'action. Elle est partie avant que je puisse répondre. Je suis restée là, tenant sa carte, sentant le poids de ce qu'elle avait dit s'installer sur moi. Il s'en prenait à moi.
Vraiment. Et je devais être prête. La bataille juridique. Lundi matin, j'ai appelé l'avocat de Rebecca Beaumont d'Harcourt. Il s'appelait Marc Chen. Aucun lien avec Emma, m'a-t-il assuré en riant. Et son bureau était au centre-ville de Lyon, dans l'un de ces vieux immeubles magnifiquement rénovés. Briques apparentes, meubles modernes, murs couverts de diplômes et de récompenses. « Madame le maire », a-t-il dit en me serrant la main. Rebecca m'a prévenu que vous appelleriez. Elle m'a aussi dit ce que sa famille prépare. J'ai déjà eu affaire aux Beaumont d'Harcourt. Ce sont des adversaires redoutables. Je n'ai pas peur d'eux. Vous devriez en avoir un peu peur. Une peur saine vous garde vive. Il a fait signe vers une chaise. Racontez-moi tout. Commencez par le mariage. J'ai passé 2 heures à tout parcourir. Le discours, les emails, le penthouse et les parts de l'entreprise, le dépôt de divorce de Daniel, les menaces de Patricia. Marc prenait des notes sur un bloc juridique, posant occasionnellement des questions de clarification. Quand j'ai terminé, il s'est adossé et m'a étudié. « Cote 444, a-t-il dit finalement. « Cote 445. Cote 446. Cote 447. Cote 448. Cote 449. » Il s'est penché en avant. « La vraie question est, voulez-vous les combattre ou voulez-vous régler discrètement? À quoi ressemblerait un règlement? Vous pourriez offrir à Daniel un petit fonds fiduciaire, disons 200 000 €, assez pour qu'il ne se sente pas complètement coupé, mais pas assez pour le rendre dépendant. En échange, il signe un document déclarant qu'il n'a plus aucune réclamation sur votre patrimoine et qu'il reconnaît les cadeaux que vous lui avez faits. Les frais de scolarité, les dépenses du mariage, tout. J'ai pensé à Daniel, à nos appels téléphoniques, à sa lettre et à l'album photo taché d'eau. Cote 453, ai-je dit finalement. Cote 444. Marc a souri. Cote 455. Cote 456. Cote 457. Nous avons passé l'heure suivante à revoir la stratégie. Marc déposerait une requête préventive établissant ma compétence mentale. Nous obtiendrions des déclarations de mes médecins, de mes partenaires commerciaux, même de certaines femmes du foyer. Nous documenterions tout. Chaque email de Patricia, chaque appel menaçant, chaque tentative de manipuler Daniel. Ça va devenir laid, m'a averti Marc. Quote 459, quote 460, quote 461. Il avait raison d'être prudent. En une semaine, l'attaque a commencé. D'abord, une lettre anonyme au service d'urbanisme prétendant que mon immeuble de bureau violait une réglementation obscure. Ce n'était pas le cas, mais il a fallu 2 semaines et 3 000 € de frais juridiques pour le prouver. Puis, une plainte à la direction de la consommation d'un ancien client qui prétendait que j'avais surfacturé des services. Le client n'existait pas. Nous avons retracé la plainte jusqu'à une adresse IP enregistrée au cabinet d'avocats de la famille Beaumont d'Harcourt. Puis le Progrès a reçu un tuyau anonyme disant que je dirigeais une arnaque caritative, que la fondation était une façade pour l'évasion fiscale. Un journaliste s'est effectivement présenté à mon bureau pour poser des questions. Je lui ai tout montré. Les papiers de la fondation, les relevés bancaires, les lettres d'approbation fiscale. Il est parti en s'excusant abondamment et a écrit un article élogieux sur la fondation à la place. Mais le mal était fait. Chaque attaque, même celle qui échouait, prenait du temps, de l'énergie et de l'argent à combattre. Marc avait raison. Il me rendait la vie misérable. Cote 462, a dit Sophie un après-midi, me trouvant à mon bureau, entourée de documents juridiques. Cote 463, cote 464, cote 465, cote 466. Je l'ai regardé. Les Beaumont d'Harcourt pensent que l'argent et les relations les rendent puissants. Mais j'ai survécu à des choses qu'ils ne peuvent pas imaginer. Ils ne me font pas peur. Et Daniel? Il doit savoir ce que ses beaux-parents font. Bientôt ex-beaux-parents, ai-je corrigé.
Et oui, il sait. Il appelle tous les quelques jours pour s'excuser, disant qu'il essaie de faire arrêter Patricia. Mais il n'a pas de contrôle sur elle. Personne n'en a. Sophie est restée silencieuse un moment. Puis, tu penses que tu lui pardonneras un jour? Vraiment lui pardonner? Je ne sais pas. Certains jours, je pense que oui. Certains jours, je me souviens être debout dans cette salle de bal, tenant cette enveloppe, l'écoutant rire. Et je pense que non. Ce n'est pas seulement ce qu'il a dit, c'est ce que ça a révélé. À quel point il me voyait peu. À quel point il m'accordait peu de valeur. Mais il te voit maintenant. Vraiment? Ou voit-il juste ce qu'il a perdu? J'ai secoué la tête. Quote 475. L'histoire d'Emma. Le cours de design au foyer avait grandi. Ce qui avait commencé avec 12 femmes était maintenant 20. Nous nous réunissions 2 fois par semaine et j'avais fait venir certains de mes jeunes designers pour aider à enseigner. Emma Chen était devenue mon assistante officieuse. Elle était une naturelle, créative, travailleuse, avec un œil pour le détail qui impressionnait même mes employés les plus expérimentés. Elle avait quitté le foyer pour un petit appartement, avait économisé assez pour les frais de BTS et parlait de postuler en école d'architecture. Un soir après le cours, elle est restée pour m'aider à ranger. « Je peux vous poser quelque chose de personnel ?» a-t-elle dit en empilant les chaises. « Bien sûr. Cette histoire que vous avez racontée sur votre fils et le mariage. Vous la regrettez? Avoir tout repris? » J'ai fait une pause, tenant une pile de croquis. Cote 479, cote 480, cote 481. Emma a hoché lentement la tête. Cote 472, quote 481, quote 484. La voix d'Emma était amère. J'ai essayé de m'en sortir. J'ai trouvé un travail. Trouvé un endroit avec des colocataires. Puis je suis tombée enceinte, et mon copain est parti, et mes colocataires ont dit que je devais partir, parce qu'ils ne voulaient pas d'un bébé dans l'appartement. C'est comme ça que j'ai fini au foyer. Je suis désolée. Ne le sois pas. Le foyer m'a sauvé la vie. Et secours. Elle a fait un geste autour de la pièce. Ça me donne un avenir. Vous me donnez un avenir. Et vous n'étiez pas obligé. Vous ne me connaissiez même pas. Mais vous avez vu quelque chose en moi à cette station-service, et vous m'avez donné une chance. Tu as mérité cette chance, Emma. J'ai juste ouvert la porte. C'est plus que ce que la plupart des gens font. Elle a posé la dernière chaise et s'est tournée vers moi. Quote 491. Nous sommes restés là dans la salle de classe silencieuse, entourés de croquis et de dessins et de débuts de rêves. Quote 492. Ai-je dit. Quote 493. Quote 494. Emma a souri, et pour la première fois depuis que je l'avais rencontrée, elle avait l'air vraiment heureuse. Quote 495. Quote 496. Quote 497. Après le départ d'Emma, je suis restée seule dans la salle de classe un moment, regardant les croquis sur les murs, les designs que ces femmes avaient créés, l'espoir et le potentiel dans chaque ligne. C'était pour ça que je l'avais fait. Pourquoi j'avais tout repris à Daniel et l'avais mis dans la fondation. Pas pour le punir, pas même pour lui donner une leçon, mais pour créer quelque chose qui comptait, quelque chose qui me survivrait, quelque chose qui aiderait des femmes comme Emma et Karen et toutes les autres à qui on avait dit qu'elles n'étaient pas assez. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Daniel. Quote 498. J'ai fixé le message un long moment, puis j'ai tapé en retour. Quote 499. 30 minutes plus tard, sa voiture s'est garée devant, la confrontation. Daniel avait l'air différent. Plus mince, oui, mais c'était plus que ça. Il avait coupé ses cheveux plus courts, échangé ses costumes chers pour un jean et une chemise à boutons. Il avait l'air plus jeune d'une certaine façon. Plus comme le garçon que j'avais élevé,
et moins comme l'homme que les Beaumont d'Harcourt avaient essayé de façonner. « C'est le foyer » a-t-il demandé, regardant l'ancienne église reconvertie. Quote King 1. Je l'ai mené à travers le bâtiment. Je lui ai montré la crèche où Lily et d'autres enfants jouaient. La cuisine où les résidentes apprenaient à cuisiner des repas nutritifs avec un petit budget. La salle informatique où les femmes travaillaient sur leur CV et leur candidature. La salle de classe où j'enseignais le design. Daniel était silencieux, absorbant tout. « Combien de femmes sont ici » a-t-il finalement demandé. « 43 en ce moment. Le foyer peut accueillir jusqu'à 50. Le séjour moyen est de 3 à 6 mois. D'ici là, la plupart ont trouvé un travail et un logement et peuvent faire la transition. Et tu enseignes ici 2 fois par semaine ? 3 fois maintenant. Mardi et jeudi pour le design, mercredi pour les bases des affaires. Contrat, facturation, relations clients. Des choses que j'aurais aimé que quelqu'un m'enseigne quand je débutais. Nous avons fini dans la salle de classe. Daniel a marché lentement le long des murs, regardant les croquis épinglés. S'est arrêté devant un en particulier. Un dessin détaillé d'une petite maison, chaque pièce soigneusement étiquetée et meublée. « C'est magnifique » a-t-il dit. « Qui a fait ça ?» Karen. Elle a 42 ans, a 2 enfants dont elle essaye de récupérer la garde. Avant d'arriver ici, elle vivait dans sa voiture. Maintenant, elle travaille comme réceptionniste dans un cabinet dentaire et économise pour un appartement. Cette maison, c'est son rêve. Elle en dessine une nouvelle version chaque semaine, ajoutant des détails, planifiant un avenir qui semblait impossible il y a 6 mois. Daniel a touché le croquis doucement, comme s'il était précieux. Code 509, code 510, code 511, code 512. Il a tressailli. Code 513, code 514, code 515, code 516. Les yeux de Daniel se sont écarquillés. Code 517, code 518, code 519, a dit Daniel doucement. Code 520, code 521. Sa voix s'est complètement brisée. Je sais et je me déteste pour ça. Ne te déteste pas. Sois juste meilleur. Comment ? Ce n'est pas à moi de trouver, mon chéri. C'est ton chemin. Nous sommes restés là en silence un moment. Puis Daniel a dit doucement. Tu as dit que j'avais des nouvelles. C'est quoi ? Le divorce est prononcé. Depuis hier. Victoire n'a pas contesté. Probablement parce que son avocat lui a dit qu'elle ne pouvait pas gagner. On avait un contrat de mariage. Ironiquement, Patricia avait insisté dessus, pensant que ça protégerait Victoire si je m'avérais être pauvre. Il s'avère que ça m'a protégée à la place. Comment tu le vis ? Honnêtement, soulagée. Le mariage était une erreur depuis le début, je le vois maintenant. J'ai épousé Victoire parce qu'elle représentait tout ce que je pensais vouloir. Le statut, l'acceptation dans un monde qui n'a jamais été le mien. Mais je ne l'aimais pas vraiment. J'aimais ce qu'elle représentait. Et Patricia, les menaces juridiques ? Son visage s'est durci. Côte 531, côte 532, côte 533, côte 534, côte 535. Il m'a regardé. Je sais que je ne peux pas défaire ce que j'ai fait. Je ne peux pas reprendre ce que j'ai dit au mariage. Mais je peux m'assurer qu'elle ne te fasse plus jamais de mal. Ça doit compter pour quelque chose. Ça comptait, plus que je ne voulais l'admettre. Code 537, a dit Daniel. Code 538. Code 539. Code 540. Code 541. Il a eu l'air surpris. Quoi ? Pourquoi ? Parce que cet argent vient des Beaumont d'Harcourt. Je ne veux pas de leur argent. Je ne veux rien d'eux. Mais c'est légalement le mien maintenant. Alors donne-le ailleurs. Un autre foyer, une autre association. Mais pas ici. Cet endroit, cette fondation, c'est construit sur ce que j'ai gagné.
ce que j'ai choisi de donner. Pas sur l'argent de la culpabilité des Beaumont d'Harcourt. Le visage de Daniel s'est effondré. Quote 546. Quote 547. Ai-je interrompu? Quote 548. Il s'est illuminé. Vraiment? Tu me laisserais faire ça? Si tu t'y engages. Pas une ou deux fois, mais régulièrement. Ces femmes ont besoin de fiabilité. Elles ont eu assez de gens qui font des promesses puis disparaissent. Je m'engage, je te le promets. Quand est-ce que je peux commencer? Parle à Sophie Martinez. Elle dirige le foyer. Si elle t'approuve, tu peux commencer le mois prochain. Daniel a sorti son téléphone immédiatement, tapant des notes. Sophie Martinez. Cours sur les droits des locataires. Mois prochain? C'est noté? Le regardant, concentré, déterminé, vraiment engagé avec quelque chose de significatif, j'ai senti une petite fissure dans le mur que j'avais construit autour de mon cœur. Peut-être qu'il changeait vraiment. Peut-être qu'il y avait de l'espoir. Le gala de la Fondation. 6 mois après le mariage, la Fondation Marguerite Lemaire a tenu sa première grande collecte de fonds. Nous avions loué un magnifique lieu, un ancien hôtel particulier transformé en espace événementiel, tout en parquet et lustre en cristal. Rien d'aussi ostentatoire que le mariage de Daniel, mais élégant, digne. La liste des invités était soigneusement organisée. Des chefs d'entreprise, des philanthropes, des femmes qui avaient construit leur propre succès et voulaient aider d'autres à faire de même. Et surtout, 12 diplômés du programme du foyer. Des femmes qui avaient terminé le cours de design et travaillaient maintenant dans divers cabinets à travers Lyon. Karen était là, portant une robe qu'elle avait faite elle-même, rayonnante. Elle avait récupéré ses enfants, avait un appartement, suivait des cours du soir tout en travaillant à temps plein. Emma était là aussi, l'air professionnel dans une veste et un pantalon. Elle venait d'être acceptée au programme d'architecture de l'INSA Lyon avec une bourse complète. Lily était avec une baby-sitter, mais Emma avait des photos sur son téléphone qu'elle montrait fièrement à tout le monde. L'événement a commencé à 19h. Cocktail, puis dîner, puis discours. J'étais nerveuse. Parler en public n'avait jamais été mon fort, mais Sophie m'avait convaincue que les gens avaient besoin d'entendre directement de ma bouche, avaient besoin de comprendre pourquoi cette fondation comptait. À 20h30, j'ai pris le podium. La salle s'est tue. 250 visages se sont tournés vers moi. Cote 554. Ai-je commencé? Cote 555. J'ai fait une pause, regardant le public. Mais voici ce que j'ai appris. Donner à des gens qui vous prennent pour acquise ne vous rend pas généreuse. Ça fait de vous une facilitatrice. La vraie générosité, c'est donner à des gens qui l'utiliseront pour transformer leur vie, qui l'apprécieront, qui le transmettront. J'ai fait un geste vers la table où les diplômés du foyer étaient assises. Cote 557. Ma voix s'est renforcée. Cette fondation dit « Vous êtes assez. Vous méritez non seulement de survivre, mais de vous épanouir. Et nous allons vous aider à y arriver. » Les applaudissements ont été tonitruants. Karen pleurait. Emma était debout, applaudissant assez fort pour que je l'entende de l'autre côté de la pièce. Quand le bruit s'est calmé, j'ai continué. Je veux vous présenter certaines de ces femmes remarquables. Chacune d'elles va partager brièvement son parcours et ce qu'elle construit pour son avenir. Une par une, elles sont venues au podium. Ont raconté leurs histoires, leurs luttes, leurs victoires. À la fin, il n'y avait plus un œil sec dans la salle. Puis est venue la partie collecte de fonds. Nous avions espéré lever 50 000 €. Nous en avons levé 370 000. Des chefs d'entreprise ont promis des bourses.
Des architectes ont offert des stages rémunérés. Un promoteur immobilier a donné un espace de bureau pour le siège de la fondation. C'était écrasant. Humble. La preuve que quand tu construis quelque chose de réel, quelque chose de significatif, les gens veulent en faire partie. Alors que l'événement touchait à sa fin, je me tenais près de l'entrée, remerciant les invités à leur départ. C'est là que je l'ai vu. Daniel, debout dans l'embrasure de la porte. Il n'était pas sur la liste des invités. Je ne l'avais pas invité. Mais il était là, portant un costume simple, tenant une seule fleur. Un lys. Nous nous sommes regardés à travers la pièce bondée. Il ne s'est pas approché. Il a juste légèrement levé la fleur en reconnaissance, en excuse, en offrande. J'ai hoché la tête une fois. Pas le pardon, pas encore. Mais la reconnaissance. Il a souri, triste mais sincère, et est parti. Jacques Brennan est apparu à mes côtés. C'était Daniel? Oui. Tu ne l'as pas invité? Non. Mais tu n'es pas en colère qu'il soit venu. J'y ai réfléchi, à la fleur, au geste. À 6 mois à le regarder changer, lentement, mais sûrement. Quote 565, ai-je dit finalement. Quote 566. Quote 567. Quote 568. Quote 569. Plus tard ce soir-là, de retour à mon appartement, j'ai trouvé le lys que Daniel avait laissé sur mon paillasson. Glissé dans le pot, il y avait une note. Maman, je n'étais pas invitée ce soir, et je comprends pourquoi. Mais j'avais besoin d'être là. Besoin de voir ce que tu as construit. Ce que tu as créé à partir des cendres de ce que j'ai détruit. C'est magnifique. Tu es magnifique. Et je suis si fière d'être ton fils, même si je ne le mérite pas. Je fais du bénévolat au foyer de Paris depuis 4 mois maintenant. J'enseigne les droits des locataires tous les mardis. J'ai aidé 17 femmes à lutter contre des expulsions illégales. La semaine dernière, j'ai aidé une mère célibataire à récupérer sa caution auprès d'un propriétaire véreux. Elle a pleuré et m'a serré dans ses bras et a dit que je l'avais sauvée. J'ai pensé à toi. À combien de fois tu m'as sauvée? Et comment je n'ai jamais dit merci? Alors je le dis maintenant? Merci pour tout, pour chaque sacrifice, chaque euro, chaque nuit sans sommeil, chaque rêve que tu as abandonné pour que je puisse avoir les miens. Je t'aime, Daniel. J'ai lu la note 3 fois. Puis j'ai mis le lys dans l'eau et je l'ai placé sur le rebord de ma fenêtre de cuisine. Où chaque matin, quand le soleil se lèverait, ce serait la première chose que je verrais. Le jardin. Le printemps est arrivé lentement à Lyon cette année-là. J'avais commencé un jardin dans le petit bout de terre derrière mon immeuble. Rien d'extravagant, juste quelques légumes et quelques fleurs. Des tomates, du basilic, des soucis, des zinnias. C'était paisible de travailler dans la terre. Thérapeutique. Chaque samedi matin, je me réveillais tôt, faisais du café et passais 2 heures à m'occuper de mes plantes. À arracher les mauvaises herbes, à vérifier les parasites, à regarder les choses pousser. Un samedi de fin avril, Daniel s'est présenté à l'improviste. Il portait un vieux jean et un t-shirt tenant 2 cafés du commerce que j'aimais. Quote 571, a-t-il dit en m'en tendant un. Et peut-être que je pourrais aider avec le jardin? Je l'ai regardé, l'espoir dans ses yeux, la façon dont il se tenait là, incertain, attendant la permission de faire partie de ma vie à nouveau. Tu connais quelque chose au jardinage? Absolument rien, mais j'apprends vite. J'ai pris le café. Quote 575. Nous avons travaillé côte à côte pendant 2 heures, sans beaucoup parler. Juste arrachant les mauvaises herbes, comme on arrachait les pissenlits de la pelouse quand il était petit. Quote 576, a dit Daniel finalement. Quote 576. Quote 567. Quote 567.
a interrompu Daniel. Code 581. Code 561. Code 552. Je me suis rassise sur mes talons, sentant un poids se lever. Code 583. Code 584. Code 585. Code 586. J'ai regardé mon jardin. Les petits plants de tomates qui commençaient juste à bourgeonner. Les soucis qui commençaient à fleurir. Je pense, ai-je dit lentement, que le pardon, c'est comme le jardinage. Ça n'arrive pas d'un coup. Tu ne plantes pas juste une graine et tu as immédiatement une fleur. Tu dois t'en occuper, l'arroser, lui donner du temps et de la patience et des soins. Et même là, certaines choses ne poussent pas. Certaines graines ne prennent pas racine. Alors ce que tu dis, c'est peut-être? Ce que je dis, c'est que j'essaie. Je te vois essayer aussi, et ça compte. Mais Daniel, tu m'as blessé profondément. Et ça ne disparaît pas juste parce que tu t'excuses, ou que tu fais du bénévolat dans un foyer, ou que tu te pointes avec du café. Je sais. Je voulais juste. Tu me manques. Tu me manques. Te parler. Une maman me manque. Tu as une maman. Elle apprend juste à être ta maman au lieu de ton distributeur automatique, ton facilitatrice, ton système de soutien invisible. Il a hoché la tête, arraché une autre mauvaise herbe. C'est juste. Nous avons travaillé en silence encore un moment. Puis Daniel a dit « Emma a parlé au gala. Elle était incroyable. Si articulée et passionnée. Elle va faire de grandes choses. Elle m'a dit quelque chose d'intéressant. Elle a dit que tu l'avais vue à une station-service et que tu lui avais donné ta carte. Juste comme ça. Pas de questions. Pas de jugement. Juste vu le potentiel et donné une chance. Et alors? Alors pourquoi tu n'as pas pu faire ça avec moi? Pourquoi j'ai dû tout perdre avant que tu me donnes une chance de changer? J'ai posé ma binette, les regardé directement. Parce qu'Emma essayait? Elle travaillait en double, économisait pour ses études, essayait de construire quelque chose malgré des obstacles impossibles? Toi, tu te la coulais douce. Tu prenais tout pour acquis. Tu m'effaçais activement de ta vie. Emma avait besoin qu'on lui ouvre une porte. Toi, tu avais besoin de toucher le fond avant même d'admettre qu'il y avait un problème. C'est dur. C'est vrai. Et si je t'avais juste pardonné après le mariage, t'avais rendu le penthus et les parts, et avais fait comme si rien ne s'était passé, qu'aurais-tu appris? Que maman me renflouera toujours. Qu'il n'y a pas de conséquences. Que je peux la traiter comme je veux, et elle me donnera quand même tout. Exactement. Nous avons terminé le désherbage, arrosé les plantes, nous sommes assis sur les marches de derrière à boire nos cafés maintenant froids. « Je peux revenir samedi prochain ?» a demandé Daniel. « Aider avec le jardin ?»« Si tu veux. »« Oui, je veux vraiment. »« Alors oui, samedi à 8h, ne sois pas en retard. » Il a souri. Le premier vrai sourire que j'avais vu de lui depuis avant le mariage. Coup 6. Après son départ, je suis restée dans le jardin un moment, regardant ce que nous avions accompli ensemble. Les rangées nettes de mauvaises herbes empilées dans le bac à compost. Les plantes fraîchement arrosées se tenant un peu plus droites. Peut-être que c'était comme ça qu'on reconstruirait? Lentement, prudemment, un samedi à la fois, sans se presser, sans forcer, juste s'occupant de ce qui était là et espérant que ça pousserait. Épilogue, 1 an plus tard. Le gala du premier anniversaire de la Fondation était encore plus grand que l'événement de lancement. 500 invités, 42 diplômés de nos programmes, pas seulement de Lyon, mais de 3 nouveaux foyers partenaires à travers la région Rhône-Alpes. Plus de 2 millions d'euros levés. Emma Chen était l'oratrice principale. Elle s'est tenue au podium dans une robe professionnelle qu'elle avait conçue elle-même, confiante et posée, et a raconté,
comment une rencontre fortuite dans une station-service avait changé sa vie. Quote 607, a dit Emma. Quote 608. Elle a fait une pause, m'a regardé directement au premier rang. Parce que l'année prochaine, je crée ma propre fondation pour les jeunes mères en crise. Parce que Marguerite m'a appris que la meilleure façon d'honorer un cadeau est de le transmettre. La salle a éclaté en applaudissements. Daniel était assis à côté de moi, applaudissant fort. Il venait à chaque événement maintenant. Faisait du bénévolat 15 heures par semaine au foyer. Avait aidé plus d'une centaine de femmes à naviguer dans les questions juridiques au cours de l'année écoulée. Nous n'étions toujours pas complètement guéris. Certaines blessures vont trop profond pour ça. Mais nous reconstruisions. Lentement. Prudemment. Après les discours, après la collecte de fonds, après que la plupart des invités soient repartis, Daniel et moi nous sommes tenus sur la terrasse donnant sur la ville. Côte 6-10, a-t-il dit. Côte 6 et 11. Côte 6-12. Côte 6 et 13. Côte 6 et 6. Je l'ai interrompu. Arrête d'essayer de compenser le passé. Commence à construire vers l'avenir. C'est ce dont il s'agit. Pas d'expiation, de création. Il a hoché la tête, puis prudemment. Je peux te serrer dans mes bras? J'ai hésité, puis j'ai ouvert les bras. Il m'a tenue comme s'il avait peur que je disparaisse. Comme si j'étais précieuse, importante, comme j'avais toujours voulu qu'il me voie. Quote 617, a-t-il murmuré. Quote 618. Quote 619. Nous sommes restés là sous les étoiles, nous tenant l'un l'autre. Deux personnes qui avaient été brisées et qui devenaient lentement entières. Plus tard ce soir-là, de retour à mon appartement, j'ai trouvé un paquet sur mon paillasson. À l'intérieur se trouvait une photo encadrée. Moi et Daniel dans le jardin, prise par Sophie sans que je le sache. Nous étions à genoux, côte à côte, plantant des tomates, tous les deux riant de quelque chose. Et en dessous, de l'écriture de Daniel, « Les plus beaux jardins sont ceux que nous cultivons ensemble. Merci de m'avoir appris à me montrer, à m'occuper, à fleurir. J'apprends encore. Mais je n'abandonne pas. Je t'aime, maman. Daniel. » Je l'ai accroché à mon mur, juste à côté de la photo de moi à 30 ans, épuisée et gonflée, tenant le nouveau-né Daniel et souriant comme si on m'avait donné le monde. Les deux photos étaient en vrai. Les deux faisaient partie de notre histoire. La douleur et la guérison. La perte et la reconstruction. La mère que j'étais et la femme que j'étais devenue. Et debout là, regardant ces photos, le voyage qu'elles représentaient, j'ai réalisé quelque chose d'important. Je n'avais pas besoin que Daniel me valide. Je n'avais besoin de personne pour me valider. J'avais construit quelque chose de magnifique. Quelque chose qui me survivrait. Quelque chose qui comptait. Pas pour lui, pas pour qui que ce soit d'autre. Pour moi. Et pour toutes les femmes qui, comme moi, avaient appris que parfois, tu dois tout perdre pour découvrir ce que tu vaux vraiment. Fin. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez à la place de Marguerite? Avez-vous déjà dû reconstruire une relation à partir de zéro? Commentez ci-dessous et dites-moi d'où vous regardez. Si vous avez aimé cette histoire, découvrez ces deux autres favoris de la chaîne sur la famille, le pardon et trouver sa valeur.